Lorsque Borg embrasse la coupe ce 5 juillet 1980, il n'a que 24 ans et il est sans conteste le meilleur joueur du monde. Deux ans et demi plus tard, Bangkok, le 23 janvier 1983. Lors d'un tournoi exhibition, Borg annonce qu'il met un terme à sa carrière. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les milieux sportifs qui restent sans voix. J'en ai discuté avec lui, je lui ai demandé pourquoi. Mais c'est quelque chose de dur à expliquer. Et je ne suis même pas sûr que lui-même connaisse la raison. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Personne ne sait pourquoi il a pris cette décision. On ignore pourquoi il a décidé de renoncer à quelque chose qui lui réussissait si bien. Ça a été une énorme déception pour moi. Et cette déception, je la ressens encore aujourd'hui. C'est le jour de la fête nationale suédoise, le 6 juin 1956, que naît Björn Borg dans une ville ouvrière au sud de Stockholm. Une ville dominée par une industrie, la firme automobile Scania, par un sport, le hockey sur glace, et par un parti politique, le Parti social-démocrate. La maison des Borg, dans un quartier des années 50, est toujours là, mais pas une rue ni un complexe sportif ne porte le nom du Suédois le plus célèbre du monde. Le premier adversaire du jeune Björn sera la porte du garage familial. Le tennis, alors en pleine expansion dans son pays grâce à la télévision, se démocratise peu à peu. Dans le parc situé non loin de chez lui, Borg joue avec quiconque veut bien s'entraîner avec lui. Et son extraordinaire talent est repéré par un entraîneur de la Fédération suédoise de tennis. À la façon dont il jouait et bougeait sur le court, au vu du mental dont il faisait preuve, je me suis dit qu'il ferait un très très bon joueur. Son revers lifté à deux mains est déclaré inefficace par les spécialistes, mais Borg se cramponne à son style unique. Il remporte ses premiers tournois et parvient en finale de la prestigieuse Swedish Kings Cup à seulement 14 ans. Hur länge har du spelat tennis? 5 år. Spelar du mycket? Ja, 9 timmar i veckan. Kommer du att satsa på tennisen? Ja. Ja. Vad siktar du på? Ja, Davis Cup. Lycka till. Tack. À 15 ans, le rêve de Borg est sur le point de se réaliser. Il veut obtenir une place dans l'équipe nationale de Coupe Davis qui va affronter la Nouvelle-Zélande. Lors des sélections, il se dispute avec l'arbitre Lennart Bergelin, mais celui-ci se fâche et le bombarde de balles. Malgré cet accrochage, Borg est sélectionné et joue son premier match contre le joueur de haut niveau, Onni Parun. Je pensais l'emporter. Je menais 2-7 à rien et 3-0 et tout se passait très bien. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé à devoir livrer un combat acharné. Borg parvient à renverser la situation et gagne le match. Je n'avais pas un jeu extraordinaire, mais suffisant pour l'emporter. Ce match n'aurait pas dû poser de problème, mais il s'est transformé en un véritable cauchemar. Nous avons été très surpris parce que j'étais un joueur de haut niveau. Ça a été un choc. Dès lors, Borg ne s'arrêtera plus, et sa relation avec Bergelin, qui a pourtant mal démarré, va jeter les fondements de sa carrière de champion. À 18 ans, Borg remporte son premier tournoi du Grand Chelem aux internationaux de France de Roland-Garros. Sa victoire à nouveau surprend les observateurs.
Ça a été un jour mémorable. Il était mené 2-7 à rien et il avait perdu le deuxième set au jeu décisif à cause d'erreurs d'arbitrage. Il a remporté les 3e, 4e et 5e sets. Et sur quel score? 6-0, 6-1, 6-0. 6-0, 6-1, 6-0. Incroyable, non? Et il n'avait que 17 ans. C'est là que j'ai compris que c'était un champion hors du commun. Sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Borg devient l'idole de tout un peuple. Des files d'attente se forment alors devant les clubs de tennis de tout le pays. Et lorsque la famille Borg émigre à Monaco pour échapper au lourd impôt suédois sur le revenu, le champion est éreinté par la presse. Il est accusé de fuir le fisc, de trahir son pays et de ne pas payer son tribut au fardeau national. Ses relations avec la presse suédoise se détériorent irrémédiablement. Do you have any special feelings when it comes to playing in your old home country? No, no feelings at all. Le 3 juillet 1976, Borg bat le bouffon du tennis mondial, le Roumain Ilie Nastase. Et j'ai dit, ce type-là vient d'une autre planète, c'est un martien. Ça a fait rire tout le monde. Mais Borg était bien réel, il ne venait pas d'une autre planète, et il jouait un tennis de rêve. Pour sa première victoire à Wimbledon, Borg ne perd pas un seul set. And that's it. The Sweden's national hero, John Borg, has won Wimbledon at the age of 20 years and 27 days. J'ai sauté par-dessus le filet et je lui ai donné l'accolade. Et quand on m'a demandé pourquoi j'avais fait ça, j'ai dit « Björn est un ami, le match était fini et il le méritait. Il n'avait que 20 ans. » Il remporte à nouveau le titre en 1977, 1978 et 1979 et face à McEnroe en 1980, il inscrit pour la 5e fois consécutive son nom au palmarès. Sur le court, Borg est un joueur sans faille, au point que l'on se demande si c'est bien du sang qui coule dans ses veines et non de l'eau glacée. Il était extrêmement vif et rapide, et totalement impassible. J'ai essayé de m'entraîner pour ne rien montrer non plus, pour être comme lui, mais j'y suis pas arrivé. No mistakes whatsoever. Second serve, please. Answer my question! The question, jerk! I found that when people were saying, you know, John McEnroe, quand les gens disaient John McEnroe s'énerve trop, il n'est pas normal. Regardez Björn Borg. Je trouvais au contraire que c'était Borg qui n'était pas normal et moi qui l'étais. Le tennis, c'est parfois très frustrant et c'est pour ça que mon attitude me paraissait normale et pas la sienne. Quand je manque un point facile, je ne montre rien. Et les gens se disent, il ne pense même pas au fait qu'il vient de perdre un point. Mais sous des dehors impassibles, je boue littéralement à l'intérieur. Seulement je ne veux pas le montrer. Je suis tellement en colère parfois que j'ai vraiment envie de jeter ma raquette par terre. Mais je fais comme si de rien n'était. J'ai besoin d'évacuer ma colère. Et comme je ne peux pas le faire sur les cours ni devant les gens, c'est à Mariana que je dis tout ce que j'ai en moi. C'est elle la réceptrice de tout ça. C'est comme ça que je me décharge de mes émotions. Mais c'est très dur pour elle. Quand on est fou de colère, il faut que ça sorte. On ne peut pas tout garder pour soi tout le temps. Et quand on est marié, il arrive souvent que la femme s'en prenne à son mari. Dans sa jeunesse, Borg avait du mal à cacher sa tristesse après une défaite.
il détestait encore plus perdre qu'il n'aimait gagner. Il tendait sa raquette à 30 kilos. Les gens le prenaient pour un fou. Moi, je lui disais, comment peux-tu jouer avec une tension pareille? Ses raquettes étaient tellement tendues que quand il en faisait corder 10, il pouvait arriver qu'elles cassent toutes. Donc il devait en faire corder 20. On se faisait même mal à la main en jouant avec. Aujourd'hui, les joueurs utilisent la tension qu'il utilisait déjà à l'époque. Il a prouvé que c'était possible. À 25 ans, Borg a remporté 6 fois les internationaux de Roland-Garros et 5 fois Wimbledon, et il totalise le chiffre impressionnant de 763 victoires sur le circuit professionnel. Mais à cette époque, Borg perçoit des signes de plus en plus flagrants que son corps est au bord de la rupture. Cet homme, qui joue au tennis presque quotidiennement depuis 10 ans, se consume littéralement. Le style de jeu de Borg mettait son corps à rude épreuve, de même qu'il mettait la concentration des spectateurs à rude épreuve, étant donné que ces matchs duraient toujours 4 ou 5 heures. C'est ce qui a mis Borg KO, comme ça aurait mis n'importe qui KO. Borg n'a jamais su gagner les points rapidement. 1981. La mainmise de Borg sur le tournoi de Wimbledon est battue en brèche par un joueur qui est l'antithèse du stoïque suédois. Ce sera sa dernière apparition à Wimbledon. 2 mois après cette défaite, il tente pour la 4e fois d'atteindre son ultime objectif, remporter l'US Open. Borg s'est adjugé le premier set et je crois qu'il s'est dit « c'est pour cette fois ». Mais McEnroe ne lui a laissé aucune chance dans les 3 sets suivants, il l'a totalement dominé. Il était anéanti. Il est très vite sorti du cours et il est passé sous les stands pour rejoindre sa femme, Mariana, qui avait fait venir la voiture. Nous étions plusieurs à le suivre pour essayer de l'interviewer, mais il s'est dirigé tout droit vers la voiture sans dire un mot à personne. Il a mis son sac dans le coffre, s'est assis à côté de Mariana et la voiture a démarré comme ça, sans qu'il ait dit un mot. Je me suis dit, ça ne peut plus durer comme ça. J'étais fatigué. Fatigué de voyager, fatigué de jouer, fatigué de m'entraîner. Je restais sur le court parce qu'il le fallait. Les sacrifices indispensables pour rester au sommet du tennis sont devenus trop pesants et Borg prend une année sabbatique pour réfléchir à l'avenir. Après un retour riche en émotions dans sa ville natale et une visite à la célèbre porte du garage, Borg prend une décision. Un matin, j'ai décidé que je ne jouerais plus. Je l'ai dit à Mariana et ça l'a beaucoup surprise. Au petit déjeuner, il m'a dit « J'arrête le tennis ». Comme ça. Ça m'a surprise et je lui ai dit « Tu en es bien sûr ?» « Oui, tout à fait sûr. » Et depuis, il n'est plus revenu sur sa décision. Il a élevé le tennis à un niveau supérieur. C'est une des grandes personnalités du tennis sans en être une en même temps. J'espère simplement que je réussirai encore mieux dans d'autres domaines.
En 1983, Björn Borg joue son dernier match à l'Open de Monte-Carlo, où il est battu par Henri Lecomte. Le champion rassemble alors ses raquettes et tire sa révérence. Il a 26 ans. Sa fortune est estimée à 19 millions de dollars et il a devant lui tout un avenir fait de temps libre. Il se met alors à profiter de sa liberté nouvellement acquise. Mais ses amis et agents commencent à s'inquiéter. Oui, il fallait vraiment qu'il fasse quelque chose. Donc nous lui avons proposé plusieurs scénarios possibles. Il faut avoir la chance d'arriver à se reconvertir. Pour moi, ça a été. Mais ce n'est pas une vie facile. C'est ce que j'ai essayé de lui dire. Je lui ai dit, tu as 25 ans, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Tout ce qu'on sait faire, nous, c'est jouer au tennis, en gros. Quand on en a assez de faire un sport, on peut essayer d'en faire un autre. Donc nous avons pensé à la course automobile. Les rallyes, par exemple, pour voir si ça pourrait marcher. Quand on s'appelle Borg, on ne mène pas une vie normale. Et il n'était ni prêt ni disposé à accepter les obligations et les responsabilités que son nom lui conférait. Finalement, je lui ai dit qu'il pourrait être commentateur sportif sur NBC lors de Wimbledon. J'ai dû interviewer 150 joueurs de tennis, et à tous, je leur ai posé la même question, à savoir, qu'allez-vous faire quand vous arrêterez de jouer? 148 sur 150 m'ont répondu qu'ils voulaient faire de la télé. C'est ce qu'il a fait. Mais sa voix ne passait pas très bien à la télé. Elle était trop monocorde. Si bien qu'NBC n'a pas voulu renouveler le contrat et que l'expérience a tourné court. Après une nouvelle période d'inactivité, Borg prend une autre décision. Il se lance dans les affaires. Il ne possède aucune formation dans ce domaine, mais l'argent, ça, il connaît. Borg a percé au moment même où le tennis devenait un sport populaire. Les sommes remportées par les joueurs ne cessaient d'augmenter. Et à l'instar de celle du tournoi WCT de Dallas, elles pouvaient être faramineuses. En 1973, Borg avait choisi la société américaine IMG comme agent international. I think that you only get in the world of sports real what we call in America superstars very periodically. I think there have been not too many in the last decade or two, and I think Bjorn has every possibility of becoming just that. IMG, ou comme l'appelaient les joueurs, I am greedy, j'aime l'argent, est l'agence de sport par excellence. C'est Mark McCormack qui a inventé ce concept. Et bien sûr, quand Borg était chez IMG, il était leur client numéro 1, vu qu'il était le meilleur joueur du monde. Il faisait partie des 3 sportifs qui gagnaient le plus d'argent à l'époque. C'était phénoménal. Borg n'a pas gagné de l'argent uniquement grâce au tournoi durant sa carrière. Il a été l'un des premiers joueurs à toucher des revenus réguliers, car c'était une grande star, et les tournois étaient très nombreux. À l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, les cachets n'étaient pas autorisés. Mais il existe toujours des moyens légaux de contourner l'obstacle. Les joueurs sont payés 200, 300, voire 400 000 $ simplement pour inscrire leur nom à un tournoi. À l'époque, ce n'était pas autorisé, mais les joueurs venaient toucher l'énorme somme qui leur revenait, et s'ils n'avaient pas envie de jouer cette semaine-là, ils s'arrangeaient pour perdre au premier ou au deuxième tour, et ils rentraient chez eux.
Borg a été accusé à plusieurs reprises de se livrer à ce genre de pratique. Je me souviens d'un match à Philadelphie sur court couvert au mois de février où il s'est clairement arrangé pour perdre. À Palm Springs aussi, je l'ai vu faire ça. Mais lorsque Borg participe au grand tournoi, sa motivation est intacte. Lorsque Borg et McEnroe se sont livrés leur formidable duel, ils étaient déjà riches tous les deux. Gagner ou perdre ne changeait rien pour eux sur le plan financier. Ils jouaient pour la gloire, pour être le meilleur. Même s'il y avait beaucoup d'argent en jeu, ce n'était pas ça l'intérêt de ces matchs. Borg? They're pros, Lloyd. And cut. Plus le succès de Borg augmente, plus il gagne d'argent grâce aux contrats publicitaires. Les sociétés qui utilisent le nom de Borg en tirent de juteux bénéfices. Pourtant, dans l'entourage de Borg, tout le monde ne gagne pas autant d'argent. Lennart Bergelin, par exemple, son entraîneur, qui s'est mis à la disposition du champion 7 jours sur 7 pendant 10 longues années. Il a œuvré pour que Borg remporte les titres du Grand Chelem et il a réussi. Et si on compare le rôle qu'il a joué avec ses émoluments, il était très mal payé. C'est scandaleux, je trouve. Quand on discutait avec lui, on se rendait compte qu'il était blessé, que ça le préoccupait beaucoup. Mais c'est ça les affaires. Borg et ses agents sont bien décidés à exploiter le talent du champion, introduisant le mercantilisme dans des secteurs jusque-là épargnés, comme la Coupe Davis. Selon un accord resté secret jusqu'à aujourd'hui, la Fédération suédoise de tennis accepte de payer Borg 220 000 $ pour, entre autres, représenter son pays sur une période de 2 ans. Plus il faisait de progrès, plus il avait de pouvoir. Personne ne lui disait jamais non. Il faisait tout ce qu'il voulait. Lorsque Borg range sa raquette de tennis au placard, il sait sans nul doute ce que sont l'argent et les affaires. Mais il n'a pour autant connu que l'existence protégée de champion de tennis, une existence qui n'a pas grand-chose à voir avec la dure réalité qu'il va bientôt connaître. Sa conception de la normalité était tellement biaisée par son anormalité à lui et par la vie anormale qu'il avait menée que toute vie normale lui était impossible. En Suède, Borg se lie d'amitié avec l'homme d'affaires Lars Karke. Nous étions très proches. Quand on travaillait, c'était sérieux, et quand on faisait la fête, on la faisait vraiment. Borg et Karke fondent le Björn Borg Design Group, BBDG, une société qui diffuse des produits estampillés Borg, qu'il s'agisse de shorts de tennis ou d'après-rasage, entre autres. I am proud of my name and for what it stands. I have started the Björn Borg Design Group to make fitting use of my name in visual applications. BBDG est une entreprise saine, au personnel qualifié, au carnet de commandes bien rempli et à l'avenir prometteur. La société se développe donc dans le monde entier. Partout on s'intéresse à ces produits, et particulièrement au Japon, où l'attitude irréprochable de Borg et son impassibilité sur le court lui valent d'être littéralement adulé. Il était calme sur le court et il faisait preuve d'une grande sportivité. C'est pour ça qu'il était très populaire. Ses cheveux longs,
Toutes les filles en étaient folles. Un autographe, un autographe. Elles essayaient de le prendre en photo et le suivaient partout, à son hôtel, sur les cours, partout pour le prendre en photo. Lorsque les hommes d'affaires japonais apprennent que BBDG veut s'attaquer au marché international, les fournisseurs accourent. Sur le marché mondial du tennis, il y avait déjà Lacoste, c'est-à-dire des vêtements. Et nous pensions que le fait d'utiliser le nom de Borg changerait beaucoup de choses sur le plan marketing. BBDG décide de s'implanter aussi aux États-Unis. Saul Schoenberg est responsable de l'opération. C'était une occasion en or. J'avais la possibilité de fonder une société qui disposait d'un capital important. Et de plus, j'avais beaucoup de respect pour Borg. BBDG se développe à la vitesse de l'éclair. Début 1989, la société de comptables britannique Price Waterhouse évalue BBDG à 40 millions de dollars. Mais il y a un problème de financement. Il n'y a pas assez de capitaux face à une expansion aussi rapide. Ce n'est pas irrémédiable en temps normal. Mais lorsque Borg est hospitalisé d'urgence à Milan, la situation bascule. Et vite. The Swedish tennis star Bjorn Borg has survived an overdose of sleeping tablets. He was taken to a hospital in Milan. Tentative de suicide, crachent les téléscripteurs du monde entier. Ça a été fatal à la société. Toutes les banques, tous nos créanciers nous ont appelés en disant « Stop, on arrête tout, on ne signe plus aucun contrat ». Et il a fallu tout recommencer à zéro. BBDG tente alors de redorer son blason, notamment en organisant des matchs exhibitions en Asie entre Borg et son rival de toujours, McEnroe. J'étais prêt à l'aider dans la mesure de mes possibilités, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai essayé de le soutenir moralement en espérant qu'il allait vite reprendre le dessus. Au Japon, Borg livre sa version des faits. I ate some fish who was not fresh, and during the night I felt I didn't feel too good, and to sleep better I took a few sleeping pills just to sleep because I was not feeling good. But my fiancée was worried, so I went to the hospital. Mais les partenaires commerciaux les plus influents ne sont pas convaincus. Au Japon, on n'aime pas les scandales ni les divorces. Or, Borg avait beaucoup d'admirateurs et les histoires relatées par les journaux ont eu un impact sur Kosugi Industries, même si on n'avait rien à voir avec tout ça. Borg doit aussi redorer son image aux États-Unis et il inaugure les fastueux bureaux de BBDG sur la 5e avenue. Nous avons organisé une inauguration en grande pompe et je pensais vraiment que ça allait marcher. Les produits se vendaient bien, Borg était là, toutes les conditions étaient réunies. Bien sûr, il y avait des problèmes. J'étais notamment au courant de tensions entre Bjorn et Lars. Les relations se détériorent entre Borg et Skarke, et lorsque le champion prend conscience qu'il est en train de perdre le contrôle de la société, conséquence du plan de restructuration financière, il décide d'arrêter purement et simplement toutes les opérations. Les employés perdent leur emploi et de nombreux créanciers ne reverront jamais leur argent. Un matin, on m'a annoncé que je devais liquider la société. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était insensé. L'investissement à New York avait été colossal. Vraiment, je n'y comprenais rien. À l'époque, il y avait 10 à 15 employés dans le bureau new-yorkais, les autres étant répartis ailleurs dans le pays. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû les licencier. Ça a été terrible. Borg ne ferme pas toutes ses sociétés dans le secteur de la mode, seulement celle de BBDG. Il s'associe alors à un autre homme d'affaires, l'Italien Alessandro Raccic. Selon le procès-verbal d'une des réunions, Raccic aurait investi 10 millions de dollars dans l'affaire.
Les nouveaux partenaires du champion tentent alors de persuader les anciens clients de BBDG de poursuivre leur coopération avec Borg. Il avait très envie que les affaires reprennent comme avant, que notre collaboration soit à nouveau fructueuse. Mais au Japon, il n'était plus la star qu'il avait été. Sa renommée avait pâti de toutes ses affaires, et le fait qu'il fonde une nouvelle société dans la mode ne changeait pas grand-chose. Borg essaie même de convaincre le patron de BBDG US de continuer avec lui. Il m'a appelé mi-décembre pour me dire qu'il venait à New York et qu'il aimerait me rencontrer et me présenter Alessandro Raccic, son nouveau partenaire financier. Il m'a expliqué qu'il voulait fonder une nouvelle société. Pour la deuxième fois, Saul Schoenberg se laisse séduire par les promesses de Borg. Et une fois encore, argent et prestige sont au rendez-vous. On s'est serré la main, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Marché conclu, on va rembourser tous nos créanciers et poursuivre nos activités. » Mais de remboursement, il n'en sera jamais question. Et pour la deuxième fois, Schoenberg perdra la face dans l'univers impitoyable des affaires new-yorkaises pour s'être porté garant du Suédois. Cette fois-là, j'ai perdu toute confiance en lui. Je me suis dit que c'était quelqu'un de malhonnête, totalement dépourvu d'intégrité, arrogant et complètement irresponsable. Et encore, je ne dis pas tout. Il aurait pu gagner beaucoup d'argent ici, aux États-Unis, s'il avait fait preuve de droiture et s'il s'était comporté convenablement avec moi et avec d'autres. Lui aussi est le grand perdant de cette histoire. Les investissements réalisés avec les nouveaux partenaires sont à cuisant échec et Borg est humilié. Sa maison est vendue aux enchères, il est traqué par ses créanciers et plusieurs procès le mettent directement en cause. Borg affirme que s'il ne rembourse pas ses dettes, contrairement à ce qu'il avait promis, c'est que celles-ci sont tout simplement trop élevées et qu'il n'a pas assez d'argent. Je ne pourrai jamais rembourser toutes mes dettes. J'en ai déjà remboursé quelques-unes il y a plusieurs années, autant que j'ai pu. Et c'était des dettes que je n'avais même pas à rembourser, en fait. Certes, on n'a aucune peine à croire que tout l'argent tiré des années BBDG ait disparu. Mais à l'époque, Borg possède un tel capital à l'étranger qu'il suffirait largement à rembourser les créanciers suédois. Cependant, ces capitaux ne sont pas détenus sous le nom de Björn Borg, mais sous la forme de fonds fiduciaires situés dans des paradis fiscaux dans les îles anglo-normandes. Ces fonds, qui ont pour nom Ersilia ou Lawn Tennis Trust, sont contrôlés par le père de Borg, Rune Borg. Après la liquidation de BBDG, des sociétés suédoises ont continué à vendre des chaussures et des sous-vêtements sous licence. Borg fait de plus en plus ouvertement la publicité des produits qui portent son nom. À Londres, il fait même sensation en apparaissant au milieu des sous-vêtements et des chaussures estampillées Björn Borg. Borg touche des royalties de la part des détenteurs de licences. Rien qu'en Suède, celles-ci se sont montées à 4 millions de dollars au cours des dernières années. En principe, Borg n'a aucun contrôle sur cet argent, car ce sont ses parents qui siègent au conseil d'administration de la société hollandaise qui possède la marque. Mais les propriétaires de la licence ont racheté les créances de Borg, si bien que ce dernier peut affirmer en toute bonne foi qu'il n'a plus de dettes. Aujourd'hui, Borg joue au tennis dans la catégorie vétéran, ce qui lui assure un revenu d'1 million de dollars, sous l'œil de ses parents qui sont les détenteurs légaux de sa fortune. Dans la vie, il y a des événements heureux et malheureux, et on apprend beaucoup de ces derniers.
Quand je pense à lui, je repense à Wimbledon, à cause des écolières britanniques qui étaient complètement hystériques. C'était la première fois qu'on voyait ça, de tels mouvements de foule. Je crois que c'était dû à son look et notamment à ses longs cheveux qui lui donnaient un petit air rebelle. Il avait l'air jeune, il était jeune, il était bourré de talent et tout ça apportait quelque chose de plus et de nouveau au jeu. À 17 ans, Borg est littéralement assailli par des adolescentes après un match à Wimbledon. Il faudra plusieurs minutes pour venir en aide au jeune champion, très secoué par l'incident. J'étais ramasseur de balles la première fois qu'il a participé à l'US Open. Il était entouré d'une sorte d'aura partout où il allait, dès l'âge de 16, 17, 18 ans. Borg ne fait pas tourner la tête qu'aux adolescentes. Ses longs cheveux blonds, son corps d'athlète et son regard d'acier plaisent également aux femmes plus mûres. Un jour à Hawaï, alors qu'il n'a que 19 ans, Borg est accosté par un inconnu qui passe sa lune de miel sur l'île. « Le plus beau cadeau que je puisse faire à ma femme, c'est que vous acceptiez de coucher avec elle. » Borg a baissé les yeux, il a secoué la tête et il s'est éloigné. Le jeune homme l'a alors suivi jusqu'à l'ascenseur et il a tenté un dernier « S'il vous plaît, faites ça pour moi, Bjorn ». Borg lui a alors répondu en anglais, avec cet accent suédois si particulier, jamais avec les femmes mariées. C'était ça la vie de Borg. Il est très vite devenu une star, au même titre que les Beatles, les Rolling Stones, Mohamed Ali ou d'autres grands sportifs américains. La renommée de Borg est également exploitée dans la sphère politique. À l'époque, d'ailleurs, il pose en uniforme de l'armée israélienne, une arme automatique à l'épaule. La photo fait le tour du monde et Borg reçoit des menaces de mort. Borg s'intéresse singulièrement peu à la politique. Une seule chose l'intéresse. Le tennis, c'était toute sa vie. C'était un forçat de l'entraînement. Il s'intéressait à moi et au tennis. Et c'était tout. Et c'est ça qui a entraîné la fin de notre relation. Parce que moi, je m'intéresse à beaucoup de choses. La politique, la lecture, l'écriture, la peinture aussi. Et nous n'avons pas réussi à tout combiner. Elena Holliot décide de mettre un terme à sa relation avec Borg. Peu après, le champion rencontre celle qui sera sa femme, la Roumaine Mariana Simoniescu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Borg, mais ce qui est sûr, c'est que Mariana l'aime toujours. Elle me demande de ses nouvelles quand je la vois. Ils allaient bien ensemble. Lorsque Borg abandonne le tennis, il n'a que 26 ans et il est bien décidé à jouir de la vie mondaine dont il a été privé, carrière professionnelle oblige. Il n'a pas profité de la vie quand il était enfant. C'est pour ça qu'une fois sa carrière terminée, il a voulu à tout prix se rattraper. Bjorn Borg sort souvent en discothèque sans Mariana à ses côtés. Il aimait bien faire la fête. Et il était fermement décidé à s'amuser. Et voir Borg s'amuser, c'était quelque chose. Il faisait ça consciencieusement. Mais il est peut-être allé un peu loin.
Borg fait son apprentissage de la vie nocturne et entre dans cet univers enivrant grâce à Vitas Gerulaitis, un joueur américain qu'il a rencontré lors d'une demi-finale mémorable à Wimbledon en 1977 et avec qui par la suite il s'est lié d'amitié. La plupart des gens ne connaissent pas le vrai Björn Borg. Ils ne voient que le joueur de tennis et ne s'imaginent pas qu'il aime s'amuser comme tout le monde. Pour les gens, il est Iceborg et rien d'autre. Sur un cours de tennis, c'est quelqu'un qui se contrôle énormément, mais en dehors, il est comme n'importe quel gars de 24 ans. Il devient de notoriété publique que Gerulaitis prend de la drogue, grâce à cet article de journal dans lequel le joueur de tennis reconnaît que la marijuana et la cocaïne ont nui à sa carrière. Bien sûr, j'ai pris de la cocaïne avec Vitas dans la pièce réservée au VIP du Studio 54. Mais tout le monde était au courant, ça faisait partie de cet univers. Tout le monde le faisait et la plupart s'en sont remis. En 1980, juste avant le mariage avec Mariana, Gerulaitis organise une fête pour enterrer la vie de célibataire de Borg. 4 jours durant, la fête bat son plein à bord d'un luxueux yacht en Floride. Gene Scott, journaliste et écrivain, auteur d'une biographie autorisée du champion, est invité. Lui, qui a déjà évoqué le fait que Borg ait pris de la drogue, affirme qu'il y avait de la cocaïne à bord. Je suis sûr que tout le monde savait parfaitement que l'usage de cocaïne était illégal. Mais personne ne pensait courir le risque d'être mis en prison. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une volonté délibérée de renoncer à tout principe. C'était simplement de jeunes athlètes qui prenaient du bon temps en faisant quelque chose de très mal et d'illégal. C'était l'époque qui voulait ça. Par la suite, Borg rencontre Jannike Björling, 17 ans, lors d'un concours de beauté où il fait partie du jury dans une boîte de nuit de Stockholm. Ils ont une liaison passionnée et Jannike donne un fils à Borg, Robin. Mais leur relation se détériore au bout de 2 ans et demi et le feuilleton de leur bagarre pour obtenir la garde de leur fils est relaté par les tribunaux et les médias suédois. Dans un article de journal, Jannike accuse Borg de prendre de la cocaïne et affirme « Je n'avais que 17 ans la première fois qu'il m'a proposé d'essayer ». Det var första gången jag presenterade för det här kokain. Sen efter det hände varje gång. Men jag blev så här rädd efter andra, tredje gången. Sen så varje gång vi reste utomlands så skulle han hålla på med det där. Jag tyckte det var helt jobbigt. Borg décide de poursuivre le magazine en justice, affirmant au tribunal qu'il n'a jamais pris de drogue, pour reconnaître un peu plus tard à la télévision qu'il a bel et bien essayé la cocaïne. Jag har prövat kokain. Men det är så här att jag är ingen kokainist, jag är ingen knarkare, jag är ingen langare. Men jag har prövat knark. Après Jannike, c'est au tour de la chanteuse de rock italienne Loredana Berti d'entrer en scène. Ancienne stripteaseuse, elle fait découvrir de nouveaux aspects de la jet-set à Borg. En 1985, l'Office suédois du tourisme fait de Borg l'ambassadeur touristique du pays, une fonction qui le rapproche du Premier ministre Ingvar Carlsson. Ensemble, ils rendent visite au président des États-Unis, Ronald Reagan. Today, our friendship with Sweden is especially vigorous, as Mr. Borg can testify. Borg rencontre également le vice-président de l'époque, George Bush, avec qui il joue au tennis. Nous nous connaissons depuis longtemps. Bien sûr, quand un champion de son niveau joue avec un amateur comme moi, il ralentit un peu la cadence. Mais il se prend au jeu et nous avons fait de bons matchs ensemble, en Suède comme aux États-Unis. 2 ans plus tard, et 3 mois après sa tentative de suicide à Milan, Borg joue à nouveau au tennis avec George Bush, devenu entre-temps président. Celui-ci est conscient qu'il prend un risque politique en accueillant aussi ouvertement quelqu'un qui a fait la une de la presse à scandale dans le monde entier. Mais Bush n'envisage à aucun moment d'annuler la rencontre.
À aucun moment. Je ne laisse jamais tomber un ami, quels que soient ses problèmes. Je ne fonctionne pas comme ça, car l'amitié, c'est important. Il a traversé une période difficile. Je ne sais pas exactement de quoi il s'est agi, et Barbara et moi sommes toujours là quand un ami a des problèmes. En 1991, celui qui avait paru mettre sans regret un terme à sa carrière éprouve une irrésistible envie de renouer avec la compétition. À l'aide de sa célèbre raquette en bois et des conseils d'un entraîneur de 73 ans, le professeur Honzai, l'ancien champion tente de retrouver son jeu d'antan. J'ai assisté à un entraînement de Borg et j'ai vu Honzai qui les regardait à travers des jumelles, même s'il n'était qu'à quelques mètres de lui. Mais il avait retourné les jumelles, de sorte qu'il voyait Borg en tout petit. C'était complètement surréaliste. Pour Honzai, le retour de Borg au plus haut niveau n'était pas impossible. C'était bizarre parce que Borg avait attendu très longtemps avant de faire son comeback. Et je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Il avait subi plusieurs échecs dans différents domaines. C'est pourquoi on peut comprendre qu'il ait voulu revenir au plus haut niveau en tennis. Il voulait savoir s'il en était capable. Honzai s'est endormi pendant le match et tout d'un coup, vers la fin, il s'est réveillé et a crié « Vas-y Bjorn, bats-le !» Mais Borg a fait une double faute et on était à 2 points de la fin du match. C'était très triste. La vie n'est pas toujours heureuse. Il y a des événements heureux et malheureux, et on apprend beaucoup de ces derniers. Aujourd'hui, Borg est retourné là où il avait commencé sa carrière à l'âge de 14 ans. Après plusieurs mariages avortés, il vit avec sa famille non loin de Stockholm. Il a une petite amie américaine, Carrie, et il joue de temps en temps au tennis. Si dans la vie on n'avait pas de problème, si tout allait pour le mieux, on s'ennuierait à mourir. J'espère simplement que ma vie sera encore plus positive et que je réussirai encore mieux dans d'autres domaines dans les années à venir. Borg a récemment accepté à nouveau des fonctions officielles en venant à Lausanne soutenir la candidature de la Suède aux Jeux Olympiques. Malgré, ou peut-être grâce à sa vie mouvementée, Borg est encore aujourd'hui le Suédois le plus célèbre du monde. Nice to meet you. Nice meeting you. Hey Björn, vi spelar tennis för något år sedan I Lausanne. May I ask you for a signature? Yes. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est ce qu'il a fait pour le tennis qui doit rester dans les mémoires. Il essaie simplement de trouver sa voie dans un monde dingue, comme nous tous. That's it. Sweden's national hero, Bjorn Borg, won Wimbledon at the age of 20 years, 27 days. Marvellous accuracy. Yes, it's a beauty by Borg. And the service ace just when he needed it. Right on top of the bounce, a magnificent pass. The almost instinctive prayer on the centre court as Borg wins his 5th championship title.